Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc pour cette seconde conférence de Kenichi Abe, professeur à l'université de Tokyo, spécialiste de littérature tchèque, de littérature japonaise aussi, et de littérature comparée, puisqu'il a monté un département de littérature comparée à l'université de Tokyo, à Todai, comme on dit, hein, de son petit nom. Et donc j'ai été très heureux d'accueillir ici cet éminent professeur Kenichi Abe, qui la semaine dernière nous a parlé des manuscrits de Kenzaburo Oe, dont il a la garde à l'université de Tokyo. C'est 29 000 pages, comme vous avez vu, assez spectaculaires, hein, qu'il nous a proposé d'analyser et d'examiner ensemble. Et cette fois-ci, aujourd'hui, pour cette deuxième et ultime conférence, mais Kenichi Abe reviendra, j'espère, parce que vous avez vu, son français est extraordinaire, il parle un nombre de langues incroyable. Eh bien, aujourd'hui, Kenichi Abe va faire une conférence qui sera plus de littérature comparée, en quelque sorte, ouais, hein, sur les traductions de littérature japonaise pendant la guerre froide. Et je pense qu'il va là utiliser son expérience de grand connaisseur de la littérature de l'Europe de l'Est, et en particulier de l'Europe de la Tchéquie, oui, etc. Donc voilà, je suis très, très curieux d'entendre cette conférence qui va nous apporter un regard assez rare, au bout du compte, hein, sur la réception de la littérature japonaise en Occident, et ici située d'un point de vue historique et je crois politique. À vous, Kenichi, je vous donne la parole. Merci. Merci William, c'est un grand plaisir d'être ici de nouveau. Je suis très heureux de partager le temps précieux avec vous. Donc la semaine dernière, en parlant des manuscrits de Kenzaburo Oe, nous avons abordé la question de la relation entre le manuscrit, on dit en français l'avant-texte, et le texte publié. Les manuscrits autographes qui sont uniques au monde et inaccessibles au grand public sont en quelque sorte de reliques sacrées. Leur lecture est l'usurpère quelques chercheurs privilégiés qui ont la chance de pouvoir le consulter. En revanche, ce dont je vais parler aujourd'hui concerne ce qui accompagne toujours le texte. C'est à quoi nous avons tous accès. C'est ce que nous appelons, selon le terme Gérard Genet, paratexte. Il s'agit en fait des préfaces, des postfaces, des commentaires qui accompagnent le texte à l'intérieur du même du livre. Gérard Genet définit le paratexte comme si le paratexte est ce par quoi un texte fait libre et se propose comme tel à ses lecteurs et plus généralement au public. Et il s'agit ici d'un seuil qui offre à tout un chacun la possibilité d'entrer ou de l'ouvrir chemin. En conséquence, c'est un lieu privilégié d'une programmatique et d'une stratégie d'une action sur le public au service, bien ou mal compris et accompli, d'un meilleur accueil du texte, d'une lecture plus pertinente, s'entendre aux yeux de l'auteur et de ses alliés. À une époque où l'accès à l'information demeurait limité, le paratexte revêtait une importance toute particulière. De nos jours, il est possible d'obtenir instantanément sur Internet une multitude de renseignements sur les ouvrages, les auteurs, mais la situation était tout autre au siècle dernier. De surcroît, dans le contexte de la guerre froide, la littérature provenant des pays dits ennemis ou de pays tiers n'était généralement présentée qu'à travers un prisme idéologique biaisé. Dans un tel cadre, le paratexte pouvait parfois acquérir une importance supérieure à celle du texte, puisque
puisqu'il contribuait à déterminer les conditions de sa diffusion. Nous nous intéressons aujourd'hui à la circulation des traductions de la littérature japonaise durant la guerre froide, en portant principalement notre attention sur la Tchécoslovaquie en Europe de l'Est et sur les États-Unis dans le monde occidental. Après la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les années 50 et 60, les blocs Est et Ouest se sont livrés une lutte pour la suprématie, non seulement le plan militaire, mais aussi le plan culturel, après la guerre froide culturelle. Comme l'a déclaré Elsa Toglioli en 1948, tout livre est une arme pour nous ou contre nous. Les pays du bloc communiste ont mis en place différentes formes de propagande et cela se ressentait particulièrement dans le domaine de traduction littéraire. On privilégiait volontiers la traduction d'œuvres provenant de pays alliés ou jugés progressistes, tandis que la littérature anglo-saxonne, qualifiée d'impérialiste, était reléguée au second plan. Même dans les pays occidentaux, où l'activité économique était théoriquement libre, la traduction n'était pas forcément neutre sur le plan politique. En France, par exemple, certaines maisons d'édition proches du Parti communiste traduisaient volontiers des auteurs contemporains d'Europe de l'Est, tandis que les grandes maisons publiaient plutôt des classiques ou des écrivains exilés. Un réseau plus vaste s'est ensuite constitué en 1950, précisément ici à Paris, le Congrès pour la liberté de la culture. Il s'agissait d'une organisation internationale anticommuniste qui invitait des intellectuels et des artistes à prendre la parole, publiait des revues et soutenait de nombreuses activités culturelles. Parmi de ces revues figurait Encounter, publié en Royaume-Uni, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, a accueilli un grand nombre de traductions d'œuvres littéraires japonaises. En 1967, le New York Times révéla que ce congrès bénéficiait du soutien de la CIA, ce qui provoqua de vives controverses et conduisit finalement à sa dissolution en 1979. On peut donc dire que dans les années 50 et 60, les traductions de littérature étrangère étaient d'une manière ou d'une autre marquées par une certaine orientation politique. Dans ce contexte, l'opposition entre l'Est et l'Ouest, les traducteurs, les éditeurs devaient réfléchir à une véritable stratégie pour présenter la littérature étrangère, et en particulier la littérature contemporaine. Aux yeux du public occidental, le Japon restait une culture à la fois lointaine, exotique et assez méconnue. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait également été l'allié de l'Allemagne, de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, c'est-à-dire peu de temps après la fin du conflit, la manière d'aborder la littérature japonaise contemporaine n'allons donc pas à de soi. Sa place, son image, la façon de la présenter ou de la situer dans le paysage littéraire international n'étaient pas encore clairement définis. Les Jeux olympiques de Tokyo 1964 ont attiré l'attention internationale sur la culture japonaise. Dans le même temps, les œuvres de Yukio Mishima ont commencé à être traduites. Et en 1968, l'attribution du prix Nobel de littérature à Yasunari Kawabata a marqué un véritable tournant dans la reconnaissance mondiale de la littérature japonaise. Mais avant cette période, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, on cherchait encore à comprendre comment situer la littérature japonaise contemporaine. Les préfaces, les commentaires et l'ensemble de prétextes témoignent très clairement de ces hésitations. Aujourd'hui, nous allons examiner les aspects de la traduction littérature japonaise pendant la guerre froide, plus précisément dans les années 50 et 60, à travers une lecture attentive des paratextes. Examinons d'abord la manière dont la littérature japonaise a été traduite
dans les pays socialistes. Je m'arrêterai plus particulièrement sur le cas de Tchécoslovaquie. À partir de 1948, lorsque la Tchécoslovaquie devient un État communiste, la politique nationale commence à se refléter très clairement dans le domaine de traduction. Les choix d'éditoriaux, les auteurs mis en avant et même la manière de présenter leurs œuvres étaient influencés d'une façon ou d'une autre par les orientations idéologiques du régime. Les maisons d'édition ayant été nationalisées, toute publication de traduction devait obtenir l'autorisation des autorités, ce qui influençait directement le choix des éditoriaux. La priorité était accordée aux œuvres qui incarnaient le principe du réalisme socialiste, c'est-à-dire des récits centrés sur les travailleurs, leur vie quotidienne et leur rôle dans la construction de la société socialiste. Ces critères orientaient fortement à la sélection des textes étrangers à traduire et déterminaient en pratique la manière dont la littérature japonaise pouvait être introduite dans l'espace culturel tchécoslovaque. La gestion et la censure étaient assurées par la domination principale de la surveillance de la presse, créée en 1953. Cet organisme contrôlait l'ensemble des journaux et publications et assumerait pleinement la fonction de censure. Au départ, on recommandait simplement d'utiliser certains termes comme progressisme ou peuple, mais ces indications laissaient trop abstraites pour être réellement appliquées. C'est pourquoi, en 1953, une liste des œuvres littéraires hostiles, nuisibles, obsolètes et indésirables a été établie et envoyée aux bibliothèques locales. La diapositive que vous voyez ici en montre un extrait. Cette liste servait de guide concret pour déterminer quels ouvrages devaient être retirés, mis à l'écart ou strictement surveillés. Elle illustre très clairement la manière dont la censure s'exerçait au quotidien. On peut comprendre, dans une certaine mesure, que certaines œuvres étaient jugées incompatibles avec les normes littéraires socialistes, la décadence, le snobisme ou encore la littérature pornographique entraient clairement en contradiction avec les valeurs mises en avant par les régime. Mais d'un autre côté, cette liste posait aussi problème, car elle le posait sur des catégories très larges et sujettes à interprétation. Par exemple, l'exotisme pouvait être rejeté au motif qu'il ne correspondait pas à la réalité socialiste, ou encore que les œuvres traitant du passé ne permettent pas de tirer de leçons utiles pour le présent. Ces mots-clés l'envoient bien au vocabulaire du réalisme socialiste, tel qu'il a été codifié dans les années 50. Mais leur contenu restait encore abstrait. Leur définition n'était pas vraiment stabilisée. Et leur portée s'est progressivement estompée, notamment avec l'arrivée de la culture consommation. Il faut rappeler que les censures n'étaient pas forcément des spécialistes de littérature. Les traducteurs en profitèrent donc pour faire des paratextes autant d'espaces où ils pouvaient justifier leurs choix, orienter la lecture et parfois contourner subtilement les contraintes imposées par censure. Un des chercheurs tchèques souligne l'importance des paratextes ainsi. Dans une culture littéraire fortement centralisée, les paratextes occupaient une place tout à fait essentielle. Les préfaces et postfaces en particulier étaient devenus un complément presque systématique des traductions, comme des éditions d'œuvres plus anciennes. Ces textes avaient pour mission d'aider le lecteur à comprendre l'œuvre, de proposer une interprétation jugée correcte et d'expliquer ce que devait être en quelque sorte le sens et la portée du livre. Avec le temps, la fonction de ces textes d'accompagnement a évolué. Les éditeurs, les traducteurs ou les lecteurs en chef
ont souvent utilisé ces préfaces et postfaces comme un moyen de défendre, de justifier ou même de protéger la publication d'une œuvre considérée comme problématique, que ce soit sur le plan idéologique ou esthétique. En lisant des paratextes, on voit apparaître les stratégies que les traducteurs mettaient en place pour mener à bien leur travail. Les paratextes constituent un véritable espace de négociation où se mêlent justification idéologique, médiation culturelle et créativité interprétative. Les œuvres de Sunao Tokunaga, l'une des figures majeures de la littérature prolétarienne japonaise, ont d'abord été traduites en allemand avant la guerre. À partir de ces versions allemandes, elles ont ensuite circulé dans plusieurs langues d'Europe centrale. Après 1945, comme vous voyez ici, c'est la liste des traductions de son œuvre. Comme vous voyez ici, la situation change nettement. En rouge, ce sont des traductions du pays de l'Est. À l'exception de l'italien, les traductions ne se déplacent vers la langue slave de l'Europe de l'Est, autrement dit vers les pays appartenant à l'espace soviétique. Le roman de Tokunaga, Le quartier sensoriel, publié en 2029, est considéré comme l'un des chefs d'œuvre de la littérature prolétarienne japonaise. Il s'inspire d'un conflit léul survenu dans une imprimerie au cours des années 20. On y voit des ouvriers exploités par des capitalistes tenter d'organiser une grève. Mais l'intervention de la police ainsi que les divergences d'opinion entre les travailleurs eux-mêmes entravent leur action dans ce quartier sans soleil. La traduction tchèque paraît en 1950. Elle est accompagnée d'une préface de Tokunaga lui-même, ainsi que d'un commentaire de la traductrice placé à la fin du volume. Je vous propose de commencer par lire la préface de Tokunaga. Tokunaga s'adresse d'abord directement à son public en ouvrant sa préface par un cher lecteur tchécoslovaque. Il évoque ensuite les nuages rouges de l'impérialisme, une image qu'il envoie explicitement au titre du roman et qui suggère que l'histoire raconte dans le quartier Soleil n'est pas seulement une fiction, mais bien le reflet d'une réalité sociale et politique. Dans cette perspective, il appelle la solidarité entre les ouvriers japonais et tchécoslovaques, inscrivant son œuvre dans un horizon internationaliste. C'est à bien des égards une préface exemplaire du point de vue littérature socialiste. Mais que dire la traductrice dans son commentaire? Je cite, « Le roman fut une libération tant au Japon qu'au l'étranger car il montrait le vrai visage Japon moderne. » C'était donc uniquement la littérature prolétarienne qui reflétait le courant de la vie contemporaine, parfois d'une manière naïve, mais toujours avec le sens de la lutte dramatique des exploités contre les exploiteurs. Ce sont les écrivains prolétariens qui, en décrivant fidèlement la situation antérieure, ont effacé vernis extérieur d'un Japon puissant, mais intérieurement pourri. Le commentaire de la traductrice s'inscrit pleinement dans les normes idéologiques du début des années 50. En reprenant les catégories et les références alors valorisées dans l'espace culturel tchécoslovaque. Elle emploie sans réserve l'expression littérature prolétarienne, un terme qui, à cette époque, n'était pas seulement descriptif, mais aussi prescriptif. Il désigne un horizon esthétique et politique légitimé par les institutions culturelles socialistes. En utilisant des termes normatifs, la traductrice inscrit Tokunaga dans un réseau littéraire explicitement engagé, immédiatement reconnaissable pour les lecteurs de l'époque. Cependant, les traducteurs de littérature japonaise ne sont pas toujours conformés aux normes idéologiques. C'est particulièrement
près dans le cas de Futabate Shime, écrivain et traducteur actif à la fin du XIXe siècle. En 1957, une nouvelle traduction de quelconque Heibon paraît à Prague. Dans son commentaire, la traductrice l'appelle que Futabate était à la fois écrivain et traducteur, puis mettant avant les liens étroits qu'il entretenait avec la littérature russe, notamment à travers son adaptation du roman Une histoire ordinaire de Ivan Goncharov. Elle évoque également le motif du peuple et des gens ordinaires, un thème qui résonne naturellement avec l'idéologie communiste. Néanmoins, la traductrice ne se contente pas de le prendre le discours attendu. Dans le cadre du socialisme, elle s'appuie sur l'exemple même de la traduction réalisée par Futabate. Je cite, « À cette époque, les Japonais s'intéressaient surtout aux romans politiques et sociaux de la littérature occidentale. La première traduction date de 1878 et concernait Ernest Martbrace de Barbara Britton. Elle fut suivie par les romans de Disraeli, Kingsley, Walter Scott, Defoe, puis parmi les auteurs français, Jules Verne, qui connut le plus grand succès au Japon. Fénelon, Hugo, ainsi que des traductions de l'allemand et d'autres langues. Ces traductions n'étaient pas réalisées par des écrivains, comme ce fut le cas plus tard, mais principalement par des personnes qui participaient activement à la vie politique. Et ils avaient peu de valeur artistique. Dans la plupart des cas, les Japonais ne connaissaient pas les originaux, mais seulement des extraits remaniés. Les originaux étaient librement raccourcis ou complétés et leurs titres étaient souvent modifiés afin d'être plus percutants. Par exemple, Marie Stuart de Schiller a été rebaptisée Neige printanière ou La fin de Marie. Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas a été renommé Grand sanglant de l'époque. C'est la mer occidentale, etc. Comme vous voyez ici, ce commentaire propose en réalité une brève histoire de la traduction au Japon. La traductrice explique que la plupart des traducteurs n'étaient pas des lettrés, mais des personnes animées par des intérêts politiques. Que leur traduction tenait souvent davantage de l'adaptation que la fidélité littéraire. Au début de l'ère Meiji, on privilégiait en effet une traduction par assimilation, qui consistait à remplacer les expressions et les citations originales par des équivalents japonais. Par exemple, vous voyez ici, c'est la traduction de Fénelon, les aventures de Télémaque. Donc, oui, l'œuvre de Fénelon mentionné ici, la traduction des aventures de Télémaque, illustre parfaitement cette pratique. Comme vous le voyez sur cette diapositive, l'illustration représente Télémaque et son compagnon. Ici, c'est l'illustration. Comme vous voyez ici, à gauche, c'est Calypso, Mentor et Télémaque. Donc ici, comme vous voyez ici, l'illustration représente Télémaque et ses compagnons dans des décors quelque peu japonisés ont été insérés dans l'édition. Vu sous cet angle, le commentaire de Hiruska, traductrice, apparaît comme une analyse bien plus riche qu'un simple discours progressiste. Il offre une véritable mise en perspective de la traduction au Japon, perspective dont elle se sert pour situer la place de Futabate dans l'histoire littéraire. Son texte devient aussi non seulement un commentaire sur Futabate, mais aussi une représentation synthétique de la culture de la traduction au Japon. Hiruska a traduit avec beaucoup d'énergie les œuvres d'écrivains japonais actifs entre la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle, parmi lesquels Natsume Soseki. Bien qu'il soit une des figures majeures de la littérature japonaise, la singularité de son style a freiné, dans une certaine mesure, sa traduction dans d'autres langues. En 1955, Hiruska traduit 10 rêves de Natsume Soseki. Pour quiconque connaît l'œuvre de Soseki, il est assez surprenant d'apprendre que ce texte a été traduit dans un pays socialiste.
Il s'agit en fait d'un recueil où le narrateur raconte 10 rêves successifs. C'est l'une des œuvres plus fantastiques de Soseki. Elle semble, à première vue, difficilement compatible avec les attentes de la littérature socialiste traditionnelle. Que dit Hirusuka à ce sujet dans son paratexte? Dans la première partie de son commentaire, Hirusuka décrit avec précision les caractéristiques des 10 rêves en parlant fantaisie ou encore d'esquisses oniriques. Mais dans la seconde partie, elle en vient à employer des expressions qui semblent aujourd'hui inappropriées comme littérature pro-italienne ou littérature progressiste. À nos yeux, ces choix terminologiques peuvent paraître presque incongrus. Pourtant, le texte de Hirusuka nous rappelle un principe fondamental. Toute traduction est inscrite dans un ton et dans un rue précis. Hirusuka cherche à fournir le maximum d'informations dans son commentaire tout en respectant le cadre idéologique imposé. Les traces de son conflit intérieur entre fidélité littéraire et contraintes politiques sont encore visibles dans ce paratexte. Comme nous l'avons déjà mentionné, les normes littéraires du régime socialiste excluaient à la littérature pornographique ainsi que les œuvres abordant des thèmes sexuels. C'est l'une des raisons pour laquelle la découverte de Junichiro Tanizaki ou de Yukio Mishima en Europe de l'Est a été relativement tardive. En revanche, certains auteurs japonais ont été traduits en Tchécoslovaquie avant même d'être connus en Europe de l'Est. C'est le cas de Kobo Abe. Comme le montre la diapositive suivante, les premières traductions de ces œuvres en Europe de l'Est ont largement précédé celles publiées en Europe occidentale. Mais pourquoi ces textes ont-ils d'abord été traduits en tchèque? La raison est simple. Abe a séjourné en Europe de l'Est en 1956. À cette époque, Sunao Tokunaga avait été invité par les autorités tchécoslovaques à participer au congrès d'écrivains, mais tombé malade, il fut remplacé par Kobo Abe, l'autre membre de la nouvelle association littéraire de gauche, les Shinnihon Bungakai. Déjà passionné par Kafka, Abe accepta volontiers cette invitation. Il séjourna en Tchécoslovaquie, en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, avant de publier un récit de voyage intitulé Tohoiku en route vers l'Europe de l'Est. À cette occasion, Abe demanda à Mme Winkelfelova, une spécialiste locale de la littérature japonaise, de lui servir d'interprète. Et il lui mit un exemplaire de ses ouvrages. C'est ainsi qu'elle commença à traduire des romans de Kobo Abe. En 1957, le revue Nobi Orient publia la nouvelle de Abe, Le Cocon Rouge, qui devint toute la première traduction en langue étrangère d'une œuvre de l'auteur. À l'époque, Abe était totalement inconnu du public tchécoslovaque. La traductrice a ajouté une brève présentation. Cette brève explication se limite après la participation d'Abe au congrès des écrivains l'année précédente et mentionne la reconnaissance dont il jouissait déjà au Japon. Mais inversement, cette participation au congrès fonctionne comme une sorte d'auréole. Elle sert à légitimer la présentation de son œuvre auprès d'un public qui ne le connaissait pas encore. Par la suite, de nombreuses œuvres d'Abe ont été traduites en tchèque et son chef-d'œuvre, La femme de sable, a lui aussi été publié en traduction en 1965. Le traducteur Miroslav Novák a donné l'expression suivante.
Malgré la forte influence que exerce sur lui la littérature étrangère, ou peut-être justement à cause d'elle, Abe est un auteur profondément japonais, précisément parce qu'il semble, au premier regard, très peu japonais. Ainsi, chez Abe, le caractère japonais se manifeste pas sous la forme d'une conservation héroïque ou nostalgique, ni comme une préservation inquiète de coutumes en voie de disparition. Il apparaît plutôt comme une réaction immédiate et naturelle à une situation donnée. Par exemple, dans une vision sans détour d'intimité humaine, dans la tension troublant entre une émotivité intense et une grande sobriété dans la relation, ou encore dans une imagerie ludique. Comme vous avez bien compris, les termes travailleurs, progressistes, prolétaires ont tout à fait disparu. La question centrale devient plutôt celle de la japonité. Il va de soi que cette évolution dans la manière d'analyser les œuvres s'explique en grande partie par le changement politique de l'époque, notamment les critiques adressées à Staline et la transformation idéologique qui ont subi. En ce sens, on peut dire que ce texte passe d'une dimension essentiellement idéologique à une approche davantage esthétique. Plutôt que d'examiner chaque paratexte séparément, il est essentiel d'observer comment la réception d'une culture donnée évolue dans le temps. Comme si l'on effectuait une série d'observations ponctuelles, le cas d'Abe montre clairement qu'il ne suffit pas de se limiter aux langues et aux cultures occidentales pour comprendre la dynamique générale de la traduction de littérature japonaise. L'étude de traduction en Europe de l'Est, en particulier en Tchécoslovaquie, révèle des trajectoires différentes, parfois plus précoces, parfois plus intenses, que celles observées en Europe de l'Est. Elles mettent aussi en lumière des facteurs souvent négligés. Les contextes politiques, les réseaux littéraires, les rencontres personnelles ou encore les affinités esthétiques entre les auteurs et les traducteurs. Alors, quelle était la situation, la traduction de la littérature japonaise en Occident, et plus particulièrement aux États-Unis? Tout d'abord, il faut rappeler qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Japon étaient des pays ennemis. Le japonais était considéré comme langue ennemie. Il était impossible d'apprendre le japonais dans le cadre public. Dans ce contexte, c'est Harold Strauss, éditeur de maison d'édition Alfred Knopf, qui a joué un rôle déterminant dans la promotion de la littérature japonaise en traduction anglaise, en particulier de littérature contemporaine. La traducteur américaine Edward Seidenstick le décrit d'ailleurs comme la personne qui a le plus contribué à faire connaître la richesse de la fiction japonaise moderne en Amérique et en Europe. Son travail éditorial a servi de fondation de la réception anglophone de ses œuvres et a contribué à leur diffusion en Europe et au-delà. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Harvard, Harold Strauss commence sa carrière éditoriale chez Knopf. Mais avec l'intensification de la guerre, il s'engage dans l'armée en 1942. Maîtrisant déjà le français et l'allemand, il se porte volontaire pour le service linguistique et envoyé à l'université Northwestern à Chicago pour y apprendre le japonais dans le cadre d'un programme militaire intensif. En 1945, il arrive au Japon comme membre du quartier général de forces d'occupation. Affecté au bureau de l'information civile, il est chargé de la censure de magazines et de livres. C'est dans ce contexte qu'il découvre l'emploi et de la richesse de la littérature japonaise contemporaine. Cette expérience marque profondément sa trajectoire professionnelle. De l'auteur aux États-Unis, il se consacre à la traduction, à la diffusion de la littérature japonaise. En tant que rédacteur en chef de Knopf, poste qu'il occupe de 1942 jusqu'à 1966, Strauss devient le principal architecte du programme de traduction de littérature japonaise
d'après-guerre. Il est crédité d'avoir introduit auprès du public américain des auteurs majeurs tels que Tanizaki, Kawabata et Mishima. Entre le milieu des années 50 et des années 70, Knopf publie plus de 30 traductions des romans japonais modernes, un programme sans équivalent à l'époque et qui constitue la base de la réception internationale de la littérature japonaise. Dans son essai publié en 1953 dans la revue Atlantic Monthly et Entrée Editor in Japan, Harold Strauss propose une typologie en 100 catégories de la littérature japonaise contemporaine, telle qu'il avait découvert pendant l'occupation. Éditeur de métier, il a peu écrit, mais ce texte constitue un témoignage précieux sur la manière dont un lecteur occidental persévère alors le paysage littéraire japonais. Il distingue tout d'abord les écrivains classiques qui peignent des images flottantes sur fond éphémère de changement à la recherche d'une beauté lyrique. Leurs romans sont peu structurés et reflètent une détermination de l'existence humaine. La deuxième catégorie, le groupe les romanciers très populaires, auteurs de récits historiques mélodramatiques destinés à divertir les classes les moins éduqués. La troisième catégorie est celle de gens idéologues, marxistes ou nihilistes, qui expriment un profond désespoir. Leur mot d'ordre est le rationalisme. Selon Strauss, au Japon, être rationnel signifie être sceptique, donc incrédule et nihiliste. La quatrième catégorie rassemble les écrivains populaires qui prennent le chaos pour une évidence et le traitent avec humeur. Leurs personnages favorites sont des opportunistes, opérateurs du marché noir, bureaucrates corrompus, hommes habiles et perspicaces. Enfin, Strauss a identifié un groupe important d'humanistes libéraux, bien au fait de la tradition classique, mais non limité par elle. Il considère la vie humaine comme trop indéterminée pour recourir à des intrigues nettes et conclusives, tout en restant plus terre à terre que les classiques. Certains d'entre eux seraient reconnus comme des érudits éminents partout dans le monde. Ce qui frappe dans cette classification, c'est la manière dont Strauss mêle constamment un vocabulaire esthétique et un vocabulaire politique. Sur le plan esthétique, il valorise avant tout la littérature lyrique, tradition classique. Sur le plan politique, il rejette clairement les gens idéologues et accorde sa préférence aux écrivains libéraux. Autrement dit, Strauss privilégie les auteurs qui prolongent une certaine tradition littéraire japonaise tout en restant politiquement peu marqués. Ce sont pour lui les écrivains plus aptes à représenter la littérature japonaise moderne auprès du public occidental. Alors, quelle est la première œuvre que Strauss a choisie pour inaugurer son programme de traduction? Il s'agit de Kikyo de Jiro Osaragi. Osaragi est un auteur qui traite des thèmes profondément ancrés dans l'imaginaire japonais, Kurama Tengu, Akoroshi, l'épisode 45 à 47 Roni, mais qui possède en même temps une solide connaissance de la culture européenne, comme en témoigne son roman inspiré de l'affaire Dreyfus. Le Tour au pays natal, publié en 1948, raconte l'histoire d'un ancien officier de marine qui, après avoir voyagé en Europe, revient dans le Japon d'après-guerre. Il découvre presque sous ses yeux la transformation radicale de la culture japonaise. C'est un roman qui met en scène un regard à la fois intérieur et extérieur. Dans la préface qu'il rédige pour la traduction de l'auteur au pays natal, Strauss insiste sur un point essentiel. Pour apprécier pleinement la littérature japonaise, il faut une forme d'éducation du regard. Il écrit « Le goût pour la peinture japonaise est un goût cultivé. Il ne fait aucun doute que le goût pour les romans japonais doit
également être cultivées. Les différences avec les nôtres ne sont pas flagrantes et on peut facilement les ignorer. Mais le lecteur qui prête attention à certaines caractéristiques en tirera un plus grand plaisir. Eh bien, aussi, il poursuit en soulignant ce qu'il considère comme une spécificité fondamentale de la sensibilité japonaise. Au Japon, l'art est une consolation, préoccupée par la joie de sens. Mais cette joie est connue pour être éphémère, et c'est pourquoi les Japonais ont conservé les implications d'un ancien mot bouddhiste pour la désigner le monde flottant, ukiyo, qui évoque à la fois le plaisir et le regret. Ainsi que pour Strauss, ce n'est pas le développement de l'intrigue qui constitue le cœur de la littérature japonaise, mais la description sensorielle, subjective, une écriture qui, à ses durs, possède la même vitalité que la peinture impressionniste française. Bien sûr, il s'agit ici d'un prétexte consacré à Jiro Osaragi, mais à partir de cette insistance sur le monde flottant, sur la sensorialité, la subjectivité, on peut déjà déduire la tendance générale de la littérature japonaise qu'il choisira ensuite de traduire. Ce sont précisément les œuvres de Yasunari Kawabata, de Junichiro Tanizaki ou encore Yukio Mishima, qui correspondent à cette esthétique. Une écriture raffinée, atmosphérique, centrée sur la sensation, la beauté, l'éphémère. À l'inverse, Strauss ne s'intéresse pas aux écrivains comme Kenzaburo Oe, qui appartiennent à une autre lignée de la littérature japonaise, plus politique, plus engagée, et qui ne correspondent pas à l'image qu'il souhaitait présenter au lectorat occidental. Passons maintenant au traducteur qui a travaillé aux côtés de Strauss. Edward Seidenstick a appris le japonais dans les installations navales de l'Université de Colorado pendant la guerre. Après la guerre, il s'installe à Tokyo où il se lie d'amitié avec de nombreux écrivains, notamment Kawabata, Mishima et Tanizaki. Seidenstick est surtout connu pour avoir traduit en anglais plusieurs œuvres de Kawabata. Il a même accompagné Kawabata sur scène en tant qu'interprète lors de la remise du prix de littérature en 1968. Il est également l'auteur d'une traduction très marquée du Dide Genji publié en 1977. Cependant, dans le cadre du programme éditorial chez Knopf, ce sont surtout les romans de Kawabata que Seidenstick a traduit. Après le succès de sa traduction du Good Zeoti de Tanizaki, Seidenstick entreprend de traduire une œuvre qu'il souhaitait depuis longtemps faire découvrir au public anglophone. C'est le Yukiguni Pays de neige de Yasunari Kawabata. Strauss approuve immédiatement ce choix et la traduction anglaise Snow Country paraît chez Knopf en 1956. Accompagné bien sûr d'une introduction du traducteur. Dans cette introduction, Seidenstick commence par expliquer que l'expression Pays de neige désigne la région occidentale du Japon, connue pour ses hivers rigoureux et ses sources thermales. Il présente également la culture de geisha, un élément central du roman. Puis, il replace l'écriture de Kawabata dans une tradition esthétique plus large, en soulignant la proximité de son style et l'esprit de haïku. Selon lui, les règles de haïku le présentent un défi de taille pour le romancier. Ce genre littéraire se caractérise par sa concision et son austérité, de sorte que son roman doit plutôt ressembler à une série de brèves éclairs dans la vide. Dans Pays de neige, Kawabata a choisi un thème qui rend possible la rencontre entre le haïku et le roman. Cette œuvre marque certes le rebondissement dramatique, mais en faisant référence au haïku, il invite les lecteurs
à percevoir les changements qui s'opèrent dans la nature et les relations humaines à travers la description d'un instant fugace. La littérature de Kawabata entretient en affaire une profonde affinité avec le monde du zen. Elle privilégie un instant la perception fugitive, la beauté éphémère. Cette dimension spirituelle avait une résonance particulière dans le contexte de la guerre froide des années 50-60. Les textes de Kawabata sont dépourvus de toute connotation idéologique, ce qui les rendait particulièrement compatibles avec les attentes culturelles du monde occidental de l'époque. Kawabata lui-même a occupé divers postes, notamment celui de président du pen club japonais, mais il n'était pas écrivain particulièrement politisé. Quant à son traducteur, Seidenstick, ses prises de position politiques étaient nettement plus explicites. Publié en 2002, ses mémoires décrivent sans ambiguïté ses rapports avec le Congrès pour la liberté de la culture. Je cite simplement la dernière phrase. On peut donc dire que, d'une certaine manière, j'avais travaillé pour cette dernière, pour le Congrès pour la liberté de la culture. Je ne sentais toutefois accablé par la culpabilité. Seidenstick a publié une traduction d'Osamu Dazai dans le tout premier numéro d'Encanteur, soutenu par le Congrès pour la liberté de culture. Ce simple fait montre que ses orientations politiques étaient visibles dès le début de sa carrière. À l'inverse, l'idée selon laquelle les œuvres Kawabata seraient typiquement japonaises le pose sur une abstraction volontaire de tensions politiques de l'époque. Les mouvements sociaux et politiques, comme ceux liés au traité de sécurité impôt, dont nous avons parlé la semaine dernière à propos de textes OE, disparaissent complètement dans l'introduction de Seidenstick. Pour lui, ces éléments politiques ne relevaient pas de ce qu'il considérait comme l'essence de la japonité. On sait qu'en privilégiant une image apolitique, contemplative, esthétique du Japon, Seidenstick a contribué à façonner une réception occidentale où Kawabata apparaît comme incarnation d'une tradition japonaise intemporelle, tandis que les écrivains plus engagés comme Oe se retrouvent relégués à l'arrière-plan. J'aimerais maintenant évoquer Donald King, un traducteur qui contraste nettement avec Seidenstick. Né à New York en 1922, King est sans doute le japonologue le plus emblématique du XXe siècle. Professeur émérite de l'Université de Columbia, il est auteur d'une œuvre immense dans la monumentale histoire de la littérature japonaise. En 1990, à l'invitation du professeur Bernard Frank, il a d'ailleurs donné une série de conférences au Collège de France. King s'est intéressé très tôt au théâtre japonais. Il a traduit 5 nord modernes de Mishima Yukio, ainsi que des 3 pièces de Kobo Abe. Mais avant tout, son premier grand domaine de prédilection fut le théâtre des marionnettes Ningyo-jō-ruri, oui. Le présente notamment par Chikamatsu Mozaemon, dramaturge majeur du XVIIe siècle. Dès 1951, il publie Les batailles de Kosinga, théâtre de marionnettes de Chikamatsu, puis en 1961, il fait paraître sa traduction des pièces de Chikamatsu. Comme le Ningyo-jō-ruri n'avait aucun équivalent en Occident, King a pris soin d'accompagner ces traductions d'une préface d'un appareil paratextuel extrêmement détaillé, afin d'expliquer au lecteur occidental les codes esthétiques, la structure narrative et le contexte culturel de ce théâtre. Cette démarche témoigne de structure narrative. Cette démarche témoigne de son souci constant de rendre la littérature japonaise intelligible
sans la simplifier, en respectant sa complexité historique et formelle. Après la préface Introduction, qui s'étend sur près de 40 pages, le trace la caractère de Chikamatsu et le contexte historique dans lequel il a vécu avant de présenter ses pièces. King cherche ici à situer Chikamatsu en l'approchant d'une figure occidentale équivalente. En évoquant Shakespeare comme point de référence, il offre au lecteur occidental un repère familier qui permet de saisir d'emblée l'importance de Chikamatsu dans la tradition japonaise. Cette comparaison ne vise pas à assimiler les deux dramaturges, mais à fournir un cadre général permettant de comprendre la place singulière qu'occupe Chikamatsu dans l'histoire japonaise. En réalité, cette démarche comparative apparaît des premières pages de l'ouvrage, avant même la préface. En ouvrant le livre, le lecteur tombe immédiatement sur la dédicace suivante. Ces traductions sont dédiées à Tsuneari Fukuda, traducteur de Shakespeare. Tsuneari Fukuda, dramaturge, traducteur japonais, a joué un rôle essentiel dans la réception de Shakespeare au Japon. Autrement dit, King, qui traduit la littérature japonaise vers l'anglais, rend hommage à celui qui, en sens inverse, a introduit la littérature occidentale au Japon. Ce geste crée d'emblée un jeu de miroir entre deux traditions littéraires. Avant même d'attendre l'introduction, le lecteur rencontre donc à deux reprises le nom de Shakespeare. Pour présenter un dramaturge japonais encore largement inconnu du public occidental, King choisit de passer par une référence familière. La même démarche apparaît dans la traduction des pièces du théâtre de Mishima, réalisée par King. Publiée en 1956, 5 noms modernes proposent une réinterprétation contemporaine des œuvres traditionnelles du théâtre non. Formé à la littérature classique occidentale à l'Université Columbia, King choisit d'introduire Mishima en le mettant en le regard de la tragédie grecque. De plus, ce traducteur, qui est également spécialiste en littérature comparée, établit un lien entre Mishima et les auteurs de littérature européenne comme Maupassant et Racine. Ensuite, la préface de King ne se contente pas de présenter l'auteur. Elle inscrit également Mishima dans un vaste panorama littéraire mondial. Cette manière d'articuler la littérature japonaise à d'autres traditions témoigne de la souplesse intellectuelle de King, qui était aussi un spécialiste de littérature comparée. Cette attitude flexible se retrouve également dans ses opinions politiques. En 1968, il séjourne en Union soviétique et il nourrit des liens avec des chercheurs japonais locaux. C'est peut-être précisément en raison de cette ouverture d'esprit et de sa tolérance politique que les ouvrages de Donald King ont pu franchir les frontières de l'époque. Ces travaux ont été largement traduits, notamment au russe, faisant de lui une figure de référence incontournable. Cette résonance internationale entrait en parfaite résonance avec l'esprit même de ses préfaces. King n'y abordait jamais la littérature sous un angle étroit ou nationaliste. Il l'inscrivait au contraire dans une perspective de littérature universelle. Pour lui, les lettres japonaises n'étaient pas une curiosité isolée, mais une composante essentielle de la littérature de l'époque. Pour conclure cette intervention, j'aborderai brièvement la question de la traduction japonaise en France, en particulier le cas de Kiku Yamata. Né à Lyon, ayant tissé des liens étroits avec les milieux littéraires français, elle a marqué les esprits par ses propres romans comme Masako. Cependant, son rôle crucial d'après-guerre en tant que traductrice mérite une attention particulière. À ce titre, la Bibliothèque de Genève conserve 2 lettres
qui lui ont été adressées par Harold Strauss. Dans la première, Strauss sollicite Kiku Yamata pour consulter sa traduction française de Pays de neige de Yasunari Kawabata. Le pen club japonais l'avait en effet informé qu'il s'était attelé cette tâche monumentale. Et il souhaitait comprendre comment elle avait résolu les complexités inhérentes à ce texte. La seconde lettre, datée de janvier 1955, fait suite à la réponse de Kiku. Strauss y exprime son regret que Kiku ne charge pas de la traduction de Pays de neige, mais précise qu'il a joint en lieu de place la traduction anglaise de Le Tour au pays de Jiro Osaragi. C'est sans doute grâce à l'intervention de Strauss que Kiku se chargea en 1962 de la traduction française Le Tour au pays de Jiro Osaragi. La préface a été rédigée par Tetsuo Furuaki, alors ambassadeur du Japon en France, une figure marquée par son anticommuniste notoire. Lui, qui avait supervisé le licenciement massif de travailleurs communistes de la télévision japonaise NHK. Par ailleurs, il convient de souligner qu'à cette époque, de nombreux chefs d'œuvre parvenaient en France par le biais de l'anglais. C'est le cas, par exemple, d'une affaire personnelle de Kenzaburo Oe, ainsi que d'une grande partie de l'œuvre de Yukio Mishima. En d'autres termes, dans la France de l'immédiate après-guerre, les traductions anglophones ne se contentent pas d'exister. Elles constituaient un véritable point de passage, obligé à une référence incontournable pour la découverte de la littérature japonaise. Aujourd'hui, nous avons examiné les commentaires des traducteurs, les postfaces, les commentaires, les paratextes. Le traducteur n'est pas seulement intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. Il joue aussi le rôle de médiateur, inscrit dans un contexte historique précis. Comme nous l'avons vu, il doit répondre non seulement aux attentes du lecteur, mais aussi à celles de l'éditeur et plus largement aux exigences intellectuelles et culturelles de son époque. Cela l'amène parfois à proposer une interprétation qui est à la fois esthétique et politique. Dans cette perspective, la lecture de paratexte apparaît comme un point de rencontre fécond entre la recherche littéraire et la recherche historique. Elles permettent de comprendre comment une œuvre est présentée, comment elle est cadrée, comment se construit à travers la traduction une certaine image de la littérature japonaise. Je vous remercie de votre attention. Oui. Merci infiniment, cher Kenichi Abe, pour ce panorama tout à fait passionnant de la réception de la littérature japonaise en Europe, prise au sens large, puisque les États-Unis, on peut les inclure ici dans le système européen, au moment de cette après-guerre mondiale où il y a encore le reliquat, effectivement, de la guerre et de l'image du Japon, au moment où le monde occidental est divisé en deux parties politiquement. Et vous nous avez bien montré comment il y avait une réception différenciée de cette littérature, tout en posant la question de savoir de quoi nous sommes les héritiers. Il semble que nous soyons quand même plutôt aujourd'hui encore les héritiers de cette réception de l'Europe de l'Ouest, et que la réception de l'autre côté, par rapport à ici, du côté oriental du rideau de fer, cette réception-là, elle a un peu disparu, comme on dit, par perte et profit au moment de la chute du mur. Je ne sais pas, par exemple, Tokunaga Sunao.
J'en avais jamais. Est-ce qu'il est très connu au Japon? Au Japon, oui. C'est un major figure de la littérature prolétarienne, mais oui, c'est assez intéressant pour... récemment, je crois qu'il y a l'édition de ce livre parce qu'on lit maintenant autrement, parce qu'on ne concerne pas le mouvement prolétarien, mais c'est surtout des gens qui... en fait, exploité, entre guillemets. Donc, des gens contemporains, on a une sorte d'amitié avec les personnages. Donc, on ne parle pas comme littérature prolétaire. On disait que... Mais c'est le nouvel cadre qui montre la possibilité de lecture. Donc, ouais. Mais je trouve que là, malheureusement, vous n'avez pas de traduction française. Non, je ne pas. Enfin, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Oui, je ne pense pas en avoir. Bon, j'ai d'autres questions, mais je voudrais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Je continue un peu la discussion. J'étais tout à fait intéressé. Alors, on pourrait revenir justement sur je serais tout à fait intéressé par la présentation des deux couvertures du roman de Tokunaga Sunao, en français Quartier sans soleil. Je ne sais pas si on pourrait y revenir, parce qu'il y a sur la diapositive, on voyait la couverture japonaise, et on voyait la couverture de la traduction tchèque. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une sorte d'interversion. C'est-à-dire que la couverture japonaise insistait beaucoup sur le fait que c'était un roman qui ressemble un peu à un roman de réalisme socialiste. Enfin, voilà. Oui. Donc on voit, même question de prolétariat. Je suis arrivé à lire ça. Et donc, clairement, l'inscription dans le milieu ouvrier est clairement montrée pour le public japonais. Ah oui. Pour le public japonais. Ça, c'est important. C'est ce qui est le caractère, en quelque sorte, pertinent de l'information de la couverture. Elle nous indique que c'est un type de roman particulier qui s'inscrit dans ce type de genre politique, etc. Alors que la couverture tchèque, elle ne prend pas la peine de montrer un ouvrier, parce que en fait, ce qu'on va montrer, c'est le visage, je pense, de Tokunaga, de l'auteur. Mais surtout, c'est un visage japonais, asiatique, oriental. Oui. Et donc, on n'a pas, dans un monde qui est marqué par le réalisme, dans un monde littéraire marqué par le réalisme socialiste, on n'a pas besoin de dire qu'un roman appartient au courant du réalisme socialiste. En revanche, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est un roman qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, oui, c'est exactement. Mais on utilise comme... le couleur rouge, c'est important. Donc, mais en même temps, comme vous avez dit, il montre des visages japonais qui ne sont pas européens. Donc, c'est l'appel internationalisme, peut-être internationaliste. Donc oui, c'est tout à fait même la couverture, il montre vraiment une sorte de... On peut comprendre aussi, on peut analyser comme paratexte. Donc, c'est tout à fait, la couverture, il montre beaucoup de choses. C'est la seule chose à laquelle on a accès ici. Mais ça montre que, malgré tout, cette dimension, le fait d'avoir affaire effectivement de le côté internationaliste, de montrer qu'il y a une littérature japonaise qui est lisible à l'Est, aussi, c'est important. Voilà, c'est ça, pour montrer la solidarité entre eux. Oui. J'étais aussi fasciné par la liste de mots-clés que vous nous avez montré un peu avant. C'était juste, je crois... vous voyez, voilà, c'est ça. Alors, j'avais une question là-dessus, parce que c'est assez fascinant, on pourrait dire. Est-ce que c'était des mots-clés? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des listes d'œuvres, et chaque œuvre était... il y avait des mots-clés qui la caractérisaient, donc une œuvre pouvait être à la fois appartenir à la littérature décadente et à la littérature pornographique, etc. Est-ce que c'était chaque fois des mots-clés qui étaient attribués à chaque œuvre, ou bien c'était des catégories? Et sous chaque catégorie, il y a un ensemble d'œuvres qui sont... Non, ce ne sont que des catégories. Il y a quelques explications, mais il n'y a pas d'exemple concret.
Donc, c'est Pas d'exemple concret, pas de- pas de nombre d'œuvres, etc. Donc, que des catégories. D'accord. Donc, oui, ils devaient encore penser de cet terme. Ouais. De quoi s'agit-il? Littérature colonialiste, quelque chose. Hein. Donc, oui, donc c'était... Oui, donc c'était assez intéressant de comprendre de quoi s'agit-il hein, de cette liste. Hein. Oui, Donc, c'est assez fascinant et ça pourrait être encore applicable, aujourd'hui. oui. De l'autre côté, vous l'avez bien dit, les catégorisations faites par Harold Strauss, Ah oui. elle est intéressante, cette catégorisation. Vous l'avez dit, elle mélange plein de choses, Oui. différentes, à la fois de l'ordre. Et en fait, elle est étrange parce que elle met en tenaille, voilà. En gros, il y a les écrivains classiques un peu dépassés mais anciens, et puis il y a les écrivains. Et il y a le groupe d'humanistes libéraux. Mais on voit bien qu'ils sont aussi des classiques. Mais c'est aussi des classiques, mais des classiques plus modernes. Et entre les deux, alors au bout du compte, ils les aiment bien, hein, ces deux-là, au niveau 1 et 5. Mais entre les deux, il y a ceux qui sont alors, les romanciers populaires. Alors, en gros, c'est aussi des romanciers de récits historiques, donc c'est le roman historique. Les écrivains, les idéologues, pour ça on a compris ce dont il s'agissait, et les écrivains populaires aussi, d'autres écrivains populaires qui prennent le chaos pour une évidence. Alors ça, on a l'impression que on imagine qu'il y a dedans les satiristes qui font la satire, le roman policier peut-être aussi. Oui, c'est ça, oui. Donc il préfère plutôt le belles-lettres, donc pas voilà, le policier, polar, non. Ce qu'on a appelé longtemps la paralittérature. Paralittérature, il préfère la littérature belles-lettres. Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant cette influence de Harold Strauss. Il y a un autre traducteur que vous n'avez pas cité, que grâce à vous j'avais rencontré à Tokyo, qui est le traducteur John Nason. Voilà, vous pouvez en dire quelques mots peut-être? Ah oui, John Nason a traduit Mishima et Oer. Donc c'est une personnalité tout à fait singulière, je pourrais dire. Donc, mais il a traduit de Kenzaburo Oe, mais pas de... Non, donc c'est Gros Press, c'est l'autre maison d'édition. D'accord. Donc, donc le choix de maison d'édition, c'est tout à fait différent. Donc, Mishima, Kawabata, ils sont parus chez Knopf. Chez Knopf, oui. Mais Oer, chez le Gros Press. Donc, Grove Press. Ah oui, d'accord. Grove Press. Grove Press, d'accord. Donc, c'est déjà le choix de maison d'édition. Ça signifie quelque chose. Ouais. Donc, mais John Nason, il a maintenant 80 ans. Donc, mais il est encore énergétique. Donc, mais il a tout connu avec Mishima. Mais il préférait les auteurs comme Oe. Donc, à la fin, il a quitté plutôt Mishima. Mishima il voulait que John Nason traduise ses romans, mais à la fin, il a dit non. Donc, oui, il préfère Oe. Donc, c'est un peu échange assez étrange. Mais, mais c'est lui, c'est un. Mais si on. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps de le parler, mais si on regarde lire ses paratextes sur, par exemple, les commentaires de Oe, c'est assez intéressant parce qu'il utilise toujours le terme démocratie. C'est l'autre expression qu'on utilise aux États-Unis, c'est ça. Oui, ouais. c'est vrai. Donc c'est toujours la découverte de démocratie chez Oe. Donc c'est même John Nason, il utilise des expressions tout à fait incohérentes à l'époque. Hein. Donc, Tout à fait. Avec ce double sens du mot démocratie, puisque Démocratie, sous la plume oui. de John Nelson, ça décrit plutôt la démocratie libérale de type américain, européen de l'Ouest, alors que sous la plume de
Tokunaga, Sunao, les peuples démocratiques. Oui, ce sont c'est les ça, peuples, oui, l'autre, oui, voilà, oui, des oui. démocraties de l'Est, des démocraties populaires. Donc, il y a ce double sens. Double sens, oui. Mais si je ne me trompe pas, le fait que John Nelson ait finalement ait quitté Mishima, dont il était très proche, hein, puisqu'il a vraiment il a collaboré il a été chez Mishima, ils ont été vraiment amis, et Mishima comptait beaucoup sur lui pour traduire l'ensemble de ses œuvres en anglais. Et ça a été Mishima a senti comme une véritable trahison le fait que Nelson le quitte pour Oe. Pour aller, Mais finalement, ça a beaucoup servi. Bon, Mishima est mort très tôt par sa propre faute, donc c'est une chose. Mais au bout du compte, les traductions de Oe en anglais par Nelson ont servi le prix Nobel. Oui, c'est exact, oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est grâce à ça. Oui. Ont servi le Oe lorsqu'il a reçu pour recevoir le prix Nobel de littérature. Donc oui, vraiment, les traducteurs, ils ont joué vraiment un rôle majeur pour la réception, surtout en ce qui concerne du prix Nobel. Donc sans traducteur, on ne peut pas lire tout à fait la littérature japonaise moderne. Pas seulement la littérature japonaise, mais en général. Oui.